Quelque part en Amérique, à la fin des années 30, imaginez une femme, seule, tard le soir. Elle vient de finir de lire un manuscrit, le dernier livre de son mari. Son mari, ce n'est pas n'importe qui. C'est un auteur célèbre, un homme que l'Amérique entière écoute, dont le livre précédent se vend par millions. Elle ne dit rien. Elle rassemble les feuilles, lentement, page après page. Elle les range au fond d'un tiroir. Et elle tourne la clé. Ce qui est terrible dans ce geste, ce n'est pas qu'elle trouve le livre mauvais. Au contraire, elle vient de décider qu'il ne sortira pas, justement parce qu'elle a senti, en le lisant, à quel point il disait vrai, à quel point il était dangereux. Ce tiroir va rester fermé 73 ans. Ce soir, je vous l'ouvre, et je vous préviens tout de suite. Une fois que vous aurez lu ce qu'il y a dedans, vous ne regarderez plus votre propre vie de la même façon. Le livre s'appelle « Plus malin que le diable », écrit par Napoleon Hill en 1938. Et la première chose que je dois vous avouer, on vous a promis un chapitre censuré. La vérité est pire, c'est le livre entier qu'on a enterré pendant 73 ans. À la fin de cette vidéo, je vous donnerai l'unique idée que ce livre cache en son centre. Une idée tellement simple qu'on passe à côté toute sa vie, et tellement précise qu'elle explique, presque à elle seule, pourquoi une existence peut sembler correcte, et pourtant complètement immobile. Restez, parce que cette idée porte un nom, et ce nom, vous l'avez peut-être vécu cette semaine, sans même le voir passer. Mais avant ça, laissez-moi vous raconter un soir, pas en 1938, le mien. Il y a un soir dont je me souviens trop bien. La lampe de bureau, la seule allumée dans l'appartement. Un thé froid que je n'avais pas bu. Et le curseur qui clignote sur une page vide, comme un petit cœur de machine. Ce soir-là, je n'allais pas mal. C'était pire que ça. Je n'allais nulle part. Gardez cette image en tête. Le thé froid, le curseur qui clignote, on y revient. Plusieurs fois. Pour comprendre pourquoi ce tiroir est resté fermé si longtemps, il faut connaître l'homme qui l'a rempli. En 1937, Napoleon Hill publie « Réfléchissez et devenez riche », un livre qui va se vendre à des dizaines de millions d'exemplaires et fonder, à lui presque tout seul, le développement personnel moderne tel qu'on le connaît aujourd'hui. Du jour au lendemain, Hill devient une voix, une autorité, un homme qu'on écoute. Et c'est là, juste après, l'année suivante, en 1938, qu'il écrit autre chose. Pas une gentille suite, pas un tome 2 rassurant. Non, un livre où il met le diable lui-même sur une chaise et où il l'interroge, comme on interroge un suspect dans une salle sans fenêtre. Et pour mesurer à quel point ce livre était radioactif, il faut se replacer dans l'époque. L'Amérique sort à peine, exsangue de la Grande Dépression, des files entières devant les soupes populaires, des gens qui ont tout perdu en une seule nuit, des familles brisées par la crise. Et au loin, déjà, l'odeur d'une guerre mondiale qui monte. C'est un pays qui a peur, vraiment peur. Et c'est précisément dans ce climat-là qu'un auteur respecté décide d'écrire un livre où il s'en prend, nommément, aux institutions censées rassurer les gens. Vous voyez le problème. Alors ce livre-là, sa famille n'en veut pas. Sa femme, Annie Lou, refuse qu'il soit publié. Elle a peur de ce qu'il dirait au monde. Hill meurt en 1970. Le manuscrit lui revient, à elle. Elle meurt en 1984 sans l'avoir jamais sorti. Le manuscrit passe alors à un neveu qui dirige la fondation Napoleon Hill. Et sa femme à lui, Frankie, dit exactement la même chose. Pas tant que je serai en vie. Vous voyez ce qui se passe? Pendant des décennies, ce ne sont pas des éditeurs frileux qui bloquent ce livre. Ce sont des familles, des gens qui l'ont lu en entier et qui ont eu peur. Génération après génération, on se repasse ce manuscrit comme on se repasserait un objet brûlant. Il faudra attendre 2011 et une éditrice nommée Sharon Lechter pour qu'on l'ouvre enfin au grand public, 73 ans après la toute première phrase. Alors soyons honnêtes 2 secondes, ce sera d'ailleurs ma seule règle ici, avec vous. Je ne vais pas vous vendre un saint. Napoleon Hill est un personnage discuté, très discuté. Plusieurs de ses histoires les plus célèbres, notamment sa fameuse rencontre avec le milliardaire Andrew Carnegie, censé avoir tout déclenché, n'ont jamais pu être prouvées. Le biographe de Carnegie affirme n'avoir trouvé aucune trace que les deux hommes se soient un jour rencontrés. Mais voilà le paradoxe qui rend ce livre fascinant, et c'est pour ça que je vous en parle.
Le manuel le plus tranchant jamais écrit sur la façon dont on se fait manipuler a peut-être été écrit par un homme qui, lui-même, a beaucoup enjolivé sa propre légende. Et étrangement, ça n'enlève rien aux idées. Au contraire, on dirait quelqu'un qui écrit en connaissance de cause, quelqu'un qui décrit le piège parce qu'il sait exactement comment on le tend. Alors qu'est-ce qu'il y a dans ce tiroir de si dangereux? La forme, déjà, est culottée pour l'époque. Tout le livre est un face-à-face. D'un côté, Hill. De l'autre, une voix qui l'appelle Sa Majesté, le diable. Sauf que ce diable-là n'a pas de cornes, et c'est ça qui est brillant. Ce n'est pas un monstre rouge, c'est une métaphore, c'est la part de vous qui a peur. La petite voix intérieure qui dit « Demain, plus tard, pas maintenant, tu n'es pas prêt ». Et il ne la supplie pas, cette voix. Il l'interroge, il la coince, il l'oblige, page après page, à avouer comment elle s'y prend pour contrôler les êtres humains. Mais il y a autre chose dans ce manuscrit, et c'est sûrement ce qui a le plus effrayé la famille. Il ne s'attaque pas qu'à une petite voix intérieure. Il s'attaque, frontalement, à deux piliers de la société, l'école et la religion organisée. Il les décrit comme des machines à fabriquer de l'obéissance et de la peur. Des systèmes qui, selon lui, apprennent aux gens à suivre, à se ranger, à ne surtout pas penser par eux-mêmes. En 1938, écrire ça noir sur blanc, c'était se garantir d'être détesté et de voir son livre interdit dans toutes les écoles du pays. Vous comprenez mieux maintenant pourquoi on a préféré refermer le tiroir. Et la toute première chose que le diable avoue sous cet interrogatoire, ça donne un peu froid dans le dos. Il dit, en substance, « Je contrôle 98% des gens. 98 sur 100. Ce chiffre ne sort pas de nulle part. C'est le diable lui-même qui l'avoue. Dans un livre que vous trouverez en intégralité en écoute sur Audible, gratuite avec le lien et dans la description. Écoutez-le et vous comprendrez exactement d'où vient ce chiffre. Posez la vidéo une seconde, vraiment. Regardez autour de vous, dans la rue, au travail, dans votre famille. Si ce chiffre est même à moitié vrai, alors la grande majorité des gens que vous croisez aujourd'hui ne se dirigent pas eux-mêmes. Et cette question qui vient de monter en vous, est-ce que j'en fais partie? C'est exactement, mot pour mot, la question que ce livre veut vous forcer à vous poser. Et il ne le lâche pas, il veut savoir comment. Par où il passe, ce diable, pour entrer dans une tête humaine? La réponse est presque banale. Et c'est ça justement qui fait peur. Il n'entre pas par la grande porte. Il n'a pas besoin de vous terroriser ni de vous tenter avec de grandes choses. Il s'installe dans les petits riens, une décision qu'on repousse juste un peu. Un doute qu'on écoute une fois de trop, une habitude qu'on laisse entrer juste pour cette fois. Et il avoue quelque chose d'essentiel. Il ne crée jamais rien lui-même. Jamais. Il se contente d'occuper le vide. Là où il n'y a pas de volonté claire, il pose la sienne. Là où vous hésitez, il décide à votre place. Et il le fait avec un calme glaçant. Pas en hurlant, jamais en hurlant. Parce qu'un diable qui hurle, on le repère tout de suite et on se défend. Mais un diable qui murmure simplement « Tu verras ça demain », celui-là, on ne le repère pas. On le prend pour notre propre voix. Et pourtant, il y a un aveu dans ce livre que je trouve presque magnifique. Le diable reconnaît qu'il n'a strictement aucun pouvoir sur une catégorie de personnes. Une seule. Ceux qui pensent par eux-mêmes et qui savent où ils vont. Sur ceux-là, il glisse. Il n'a pas de prise. Aucune. Et toute la question du livre, au fond, c'est comment passer dans cette catégorie-là? Comment devenir quelqu'un sur qui le diable n'a plus de prise? Pour ça, il faut d'abord comprendre l'arme qu'il utilise sur tous les autres. Et il la résume en un seul mot. Ce mot, c'est la dérive. En anglais, drifting. L'art de se laisser porter par le courant. Et attention, parce qu'on se trompe toujours sur ce mot. Un dériveur, dans ce livre, ce n'est pas un paresseux. Ce n'est pas quelqu'un affalé sur un canapé qui ne fait rien de ses journées. Au contraire. Très souvent, le dériveur fait beaucoup. Il travaille dur, il répond à ses mails, il publie, il coche des cases du matin au soir. Mais il ne décide rien. Il prend les opinions des autres, parce que c'est plus reposant que de se forger les siennes. Il accepte le métier qui se présente, pas celui qu'il voulait vraiment. Il remet à demain, encore, la seule chose qui compte pour lui. Et surtout, et c'est ça le vrai piège, il ne le sent pas passer, parce que la dérive ne fait pas de bruit. On imagine toujours qu'une vie qui passe à côté d'elle-même, ça doit claquer. Un drame, une chute brutale.
un effondrement spectaculaire. Mais non, la plupart du temps, ça ressemble à un fleuve tranquille. Vous êtes assis sur le bateau, le soleil est correct, le paysage défile doucement, vous ne ramez pas. Pourquoi ramer d'ailleurs? Tout a l'air d'aller, l'eau est bonne, le courant est gentil. Et un matin vous levez les yeux, et la côte que vous vouliez atteindre, ce projet, cette vie, cette personne que vous vouliez devenir, elle est loin, très loin derrière vous, hors de portée, et vous ne vous souvenez même pas du moment précis où vous l'avez dépassé. Et il faut dire une chose, parce que ce livre a été écrit il y a presque 90 ans, et qu'on pourrait croire que tout ça ne nous concerne plus. C'est exactement l'inverse. Aujourd'hui, le courant n'a jamais été aussi fort, aussi doux, aussi bien conçu pour vous porter sans que vous ayez à ramer une seule fois. Pensez-y 2 secondes. Des écrans pensés pour qu'on ne s'arrête jamais. Un défilement sans fin. Une vidéo qui s'enchaîne toute seule sur la suivante, puis une autre encore. Vous ne décidez même plus quoi regarder. On décide pour vous, à votre place, en silence. Hill, en 1938, décrivait un fleuve tranquille. Nous, depuis, on a construit un toboggan. Et le plus fou, c'est qu'on appelle ça se détendre. On se dit qu'on récupère, qu'on a bien mérité sa soirée, alors qu'on est simplement, gentiment en train de dériver. Une soirée, puis une semaine, puis des années. Et pendant ce temps, la seule question qui compte vraiment, celle que vous vous posiez peut-être à 20 ans, qu'est-ce que je veux faire de tout ça? Cette question-là, vous ne vous la posez même plus. Le toboggan ne vous laisse pas le temps, et c'est précisément tout son intérêt. Vous voulez un test tout simple? Là, maintenant. Pensez à la dernière grande décision de votre vie, votre métier, votre ville, la personne avec qui vous partagez vos journées. Et demandez-vous honnêtement, est-ce que vous avez vraiment choisi? Ou est-ce que c'est simplement arrivé? Une opportunité s'est présentée, vous avez dit oui et le courant a fait le reste. Si la réponse vous gêne un peu, ce n'est pas grave. C'est même un très bon signe, ça veut dire que vous êtes en train de vous réveiller. Et là je vais parler à ceux d'entre vous qui créent, qui publient, qui ont une chaîne, une page, une activité. Vous connaissez peut-être cette sensation horrible. Votre contenu est correct, propre, bien fait. Personne ne pourrait vraiment le critiquer. Et pourtant, il n'imprime pas, il ne marque personne. Il glisse sur les gens comme la pluie sur une vitre. Vous savez pourquoi 9 fois sur 10? Parce qu'il dérive, lui aussi. Vous publiez par habitude sur le sujet d'à côté, dans le format de tout le monde, sans jamais avoir tranché ce que vous aviez vraiment à dire. C'est techniquement bon, mais c'est sans cap. Et un contenu sans cap, c'est exactement comme une vie sans cap. C'est propre. Et c'est mort. Et là, je vous dois la vérité, parce que je vous ai promis de ne jamais vous mentir dans cette vidéo. Ce soir-là, devant mon thé froid et mon curseur qui clignotait dans le vide, je n'étais pas en train de vivre un drame. J'étais juste en train de dériver, depuis des mois, en souriant, en me disant que j'étais occupé, en cochant mes cases. Et le pire, c'est que de l'extérieur, tout allait très bien. C'est ce soir-là que j'ai compris une phrase, une seule, et elle résume, à elle seule, tout ce livre. Je vous la laisse, lisez-la lentement. Tant que vous n'avez pas choisi, quelqu'un choisit pour vous. Relisez-la. Tant que vous n'avez pas choisi, quelqu'un choisit pour vous. Le marché, vos vieilles habitudes, la peur, l'algorithme, l'avis de votre entourage. Peu importe son nom, le vide que laisse votre indécision, lui, n'attend jamais. Il se fait remplir. Mais il ne s'arrête pas là. Et c'est maintenant que ça devient vraiment dérangeant. Parce qu'on pourrait se rassurer, là, tout de suite. Se dire « Bon, d'accord, je dérive un peu, mais je vais arrêter. Je reprends la barre demain, pas de panique. » Sauf que le livre décrit une deuxième loi, et celle-là referme le piège. Il l'appelle le rythme hypnotique. L'idée est simple et glaçante. Tout ce que vous répétez, la nature finit par le rendre permanent. Une pensée, une fois, c'est un caillou, léger, sans conséquence. Vous pouvez le poser, le reprendre, le jeter. La même pensée, 1000 fois, 10 000 fois, c'est un mur, et vous êtes derrière. Pensez à un sentier dans une forêt. Le premier qui passe ne laisse presque rien, mais passez-y tous les jours, pendant des années, et le sentier se creuse, il se durcit, il devient le seul chemin évident. Au point qu'un jour, vous ne voyez même plus qu'on pourrait marcher ailleurs. Vos habitudes, c'est pareil, elles ne restent pas de simples habitudes. À force d'être répétées, elles deviennent votre tempérament. Puis votre tempérament devient votre vie. Et un jour, vous ne dites plus « je procrastine ». Vous dites «
Je suis comme ça, comme si c'était votre nature, alors que ce n'est qu'un sentier que vous avez creusé sans le vouloir. C'est pour ça que la dérive est si dangereuse, pas parce qu'elle vous fait perdre une journée ce n'est rien, mais parce que, répétée, elle se fige. Le courant tranquille du début devient, avec les années, un fleuve dont vous ne savez tout simplement plus comment sortir. Le diable du livre le dit presque en souriant. Je n'ai pas besoin de vous pousser, je n'ai pas besoin de me battre, j'ai juste besoin de temps. Le temps travaille pour moi, et le carburant de ce courant, ce qui le rend si fluide, si confortable, c'est la peur. Il en démonte quelques-unes, toujours les mêmes, la peur de manquer d'argent, la peur du regard des autres, de la critique, la peur de tomber malade, de vieillir, de perdre ce qu'on a. Prenez juste celle-là, la peur du regard des autres, la peur de la critique. Je veux que vous la sentiez, là, dans le ventre, parce qu'on la connaît tous. Vous avez fini quelque chose, une vidéo, un texte, un message un peu vulnérable, où vous vous êtes mis à nu. Le curseur est posé sur le bouton Publier. Et là, d'un coup, l'estomac se serre, une petite voix monte. Et s'il trouve ça nul? Et si on se moque? Et si je passe pour quelqu'un qui se prend pour quelqu'un? Alors vous repoussez. À demain. Le temps de peaufiner, de trouver le bon moment. Sauf qu'il n'existe pas ce bon moment. Le bon moment, c'est juste le nom poli que la peur donne à jamais. Et pendant que vous peaufinez dans votre coin, bien à l'abri, le courant, lui, continue de couler. Tranquillement, sans bruit. Donc, voilà le tableau complet. Une dérive silencieuse, un rythme qui la fige peu à peu, une peur qui l'alimente en douceur. À ce stade, vous attendez sûrement que je vous dise comment on en sort. Et oui, le livre donne une sortie, non une vraie. Mais je vous préviens, elle est plus exigeante que les jolies phrases sur les objectifs. Il l'appelle la précision du but. Et un but précis, ça ne veut surtout pas dire « je veux réussir » ou « je veux être libre » ou « je veux que ça marche ». Ça, ce n'est pas un but, c'est du brouillard. Et le brouillard, c'est précisément l'endroit où la dérive adore vivre. Tant que c'est flou, vous ne décidez rien. Et tant que vous ne décidez rien, le courant vous garde. Un but précis, c'est net, c'est daté. C'est quelque chose que vous pourriez expliquer à un enfant de 8 ans en une seule phrase et qu'il comprendrait du premier coup. Je vous le montre en 10 secondes. Regardez juste la différence. Écoutez-la. Version qui dérive. J'aimerais, un jour, créer du contenu qui marche vraiment. Version qui décide. Je publie une vidéo par semaine sur ce sujet précis pendant 6 mois. Point. Vous sentez la différence dans votre corps? La première phrase, c'est une humeur, une envie, quelque chose de mou. La deuxième, c'est un cap, quelque chose de dur, sur quoi vous pouvez vous appuyer. La première, n'importe quel courant peut l'emporter un matin sans motivation. La deuxième, vous pouvez la tenir même fatigué, même découragé, même un mardi de pluie où vous n'avez envie de rien. Parce qu'elle ne dépend plus de votre envie, elle dépend de votre décision. Et ce but précis, ce n'est pas qu'une simple intention sur un carnet. Dans le livre, c'est un déclencheur. Il met en marche 7 appuis pour reprendre la barre. Je ne vais pas vous les réciter comme une liste de courses, parce que ce serait le meilleur moyen de tous les oublier en sortant de la vidéo. Je vous les donne avec une image pour qu'ils restent. Le premier après le but, c'est la maîtrise de soi. Et il la résume d'une façon brutale. La discipline, ce n'est pas une prison, c'est la seule vraie liberté. Celui qui obéit à ses impulsions toute sa vie n'avance pas. Il flotte. Il est le jouet de la première humeur venue. Le deuxième, c'est apprendre de l'adversité. Et là encore, je vous remontre la différence en 10 secondes, parce que tout se joue dans la petite phrase que vous vous dites après un échec. Version qui dérive après un flop. Tu vois, je le savais, je ne suis pas fait pour ça. Version qui décide, d'accord, qu'est-ce que ça m'apprend concrètement pour la prochaine fois? La première phrase ferme la porte. La seconde la garde ouverte. Et entre les deux, il n'y a pas de talent en plus. Il y a juste une décision. Traitez l'échec comme une information, pas comme un verdict. Notez celle-là. Recopiez-la même. Qu'est-ce que ça m'apprend pour la prochaine fois? C'est une phrase qui désarme le diable. Le troisième appui, c'est l'environnement. Et c'est terriblement concret. Les gens autour de vous, la pièce où vous travaillez, ce que vous regardez le soir avant de dormir. Tout ça vous programme, doucement, en continu. Vous n'êtes pas une volonté pure qui flotte dans le vide. Vous êtes, en grande partie, ce qui vous entoure. Le quatrième, c'est le temps.
Et c'est là que tout se renverse. Le même temps qui durcit la dérive peut durcir exactement l'inverse. Répétez le bon geste assez longtemps, et un matin, c'est lui qui devient automatique. La discipline aussi a son rythme hypnotique, sauf que cette fois, il joue dans votre camp, et il en reste. Il parle aussi d'harmonie. Concentrez toute votre attention sur votre but au lieu de l'éparpiller dans 50 directions qui se contredisent. Un esprit qui tire dans tous les sens n'avance dans aucun. Il parle de prudence, enfin. Pas la prudence peureuse, la prudence qui consiste à choisir vraiment à qui et à quoi vous laissez de la place dans votre vie. Parce qu'un dériveur, lui, ne choisit même pas ça. Il laisse tout entrer, tout le temps, tout le monde. Et il s'étonne ensuite d'être tiré dans tous les sens. 7 appuient en tout. Mais retenez bien une chose, aucun ne fonctionne sans le premier. Le but précis, c'est lui qui allume les 6 autres. Alors revenons à ce soir-là. Une dernière fois, le thé froid, le curseur qui clignote dans le noir. Je n'ai pas eu de révélation magique. Je n'ai pas changé de vie en une nuit. Et honnêtement, méfiez-vous de tous ceux qui vous promettent ça. Ce sont eux, le courant. Mais j'ai fait une petite chose, une seule, minuscule. J'ai arrêté d'attendre d'avoir envie, et j'ai choisi un cap, précis, daté, bête de simplicité, et le curseur qui clignotait dans le vide depuis des mois. Il a fini par écrire un mot, puis un autre, puis une ligne, puis une page que vous êtes peut-être en train d'écouter, là, maintenant. C'est tout ce que le diable de ce livre redoute, en réalité. Au fond, ce n'est ni votre talent, ni votre énergie, ni votre intelligence qui le menacent. C'est juste ça, cet instant précis, la seconde exacte où vous arrêtez de dériver et où vous décidez enfin d'un cap. Vous vous souvenez du tiroir au tout début de cette vidéo ? Celui que cette femme a fermé à clé et qu'on a tenu fermé pendant 73 ans, de famille en famille, parce qu'on avait peur de ce qu'il contenait ? La vérité, c'est que ce tiroir n'a jamais vraiment appartenu à Napoleon Hill. Il est en vous, depuis le début. Et la clé aussi. Alors je vous laisse avec la phrase, la même qu'au début. Mais maintenant, vous savez ce qu'elle veut vraiment dire. Lisez-la lentement. Tant que vous n'avez pas choisi, quelqu'un choisit pour vous. Aujourd'hui, pour une fois, choisissez en premier. Une dernière chose, et je vous laisse. Si pendant cette vidéo, à un moment, vous vous êtes reconnu, le courant tranquille, le pas tout de suite, le contenu propre mais mort, alors faites-moi un signe en commentaire. Juste un mot, dériveur. Pas pour moi, pour vous, pour le mettre noir sur blanc, pour acter que, ce soir, vous l'avez vu, vous êtes arrivé jusqu'ici, donc vous n'êtes pas tout à fait comme les 98%. Un like pour sortir cette vidéo de l'ombre, un abonnement pour ne pas rater la suite, et surtout, enchaînez sur celle-ci. Plus malin que le diable, le livre interdit de Napoleon Hill, enfin révélé. J'y ouvre le livre en entier, sans filtre. Cliquez maintenant, et rappelez-vous, juste ça, la dérive ne fait pas de bruit.